La deuxième partie de cette matinée s'intitule « Rendre effectifs les droits de la personne atteinte d'une maladie d'Alzheimer ». Nous avons la chance d'avoir 5 intervenants de très grande qualité et je dois excuser Paul Benadira qui devait nous participer aujourd'hui également et qui ne peut pas être parmi nous ce matin, mais on pense à lui. Et je donne sans attendre la parole au professeur Joël Ménard, qui à la fois a été directeur général de la santé, qui, vous le savez, a rédigé le 3e plan Alzheimer, et qui, je dois le dire, nous accompagne dans cette réflexion éthique que nous menons avec Emmanuel Hirsch et son équipe depuis de nombreuses années, au plus près, et qui nous stimule toujours par ses observations. À vous. Bien, merci beaucoup Fabrice et merci Emmanuel. J'ai été surpris qu'on me demande de revenir travailler avec vous un bref instant, parce que pendant 5 ans, le temps passe, hein, j'ai fait autre chose qui peut-être ont influencé la manière dont je vais m'exprimer devant vous aujourd'hui. D'une part, pendant 2 ans, j'ai eu des problèmes de santé dont il a fallu s'occuper. Et puis après, je me suis dit que toutes les expériences que j'avais connues dans ma vie mériteraient peut-être d'être résumées. Et j'ai écrit au départ un livre, puis c'est devenu en fait 3 livres qui vont paraître là et qui sont une réflexion sur 50 années de médecine, comment on peut passer de l'hypertension artérielle à la maladie d'Alzheimer, essayer de comprendre ce qui se passe, avec une petite touche d'humour, si c'est possible, pour faire comprendre un raisonnement, si vous voulez. Donc là, aujourd'hui, je suis un peu dans la même situation, mais je vais partir des 4 droits fondamentaux qui ont été exposés à la session précédente et vous proposer de réfléchir sur le droit à la recherche, puisque c'est mon métier était de faire de la recherche sur l'hypertension artérielle, donc le droit à la recherche, auquel je vais peut-être ajouter et accoler le droit à l'information sur la recherche, parce que c'est un point qui m'a beaucoup soucié autrefois, mais particulièrement au cours des dernières années. Alors il faut qu'une société aborde de face le fait qu'elle n'a pas de traitement pour une maladie. Et en même temps, il faut moduler ça tout de suite, parce que les gens n'entendent pas de traitement. Non, on a des possibilités d'amélioration de la qualité de vie des malades, des possibilités d'augmentation de leur durée de vie. On a simplement un problème technique qu'on ne connaît pas là où les mécanismes de la maladie et que nous n'avons pas le ou les traitements qui permettraient d'en modifier l'évolutivité. Donc, il ne faut pas se cacher les choses, il faut se dire de face, nous n'avons rien sur une maladie qui existe. Et si nous n'avons rien, nous avons le devoir de trouver quelque chose. Et il faut se rappeler dans l'histoire que la tuberculose à laquelle on pense peu actuellement, c'est pendant des siècles qu'il a fallu vivre sans rien, avec de l'imagination à une certaine époque. Je prends aussi souvent comme exemple la poliomyélite, parce qu'on oublie tout ce qui s'est passé, mais les sociétés ont dû s'organiser à un certain moment, avec parfois des erreurs énormes de jugement, mais pendant un certain temps, on a vécu avec des maladies qui n'avaient pas de traitement. Et comme au fur et à mesure que le temps a passé, on a eu de plus en plus de traitements, on considère que tout est normal. Non, les choses ne sont pas normales. Il y a encore des choses à trouver. Ces choses à trouver, on a discuté de problèmes dont je vais me débarrasser maintenant. Le diagnostic précoce. Hein. On a très bien dit à un moment dans la discussion tout à l'heure que c'est surtout dans une prospective d'organisation de la vie qu'il faut le voir. Au moment où ils en sont capables, les gens ont le droit d'avoir accès à une prévention, à une organisation de leur vie. Et les gens comprenaient souvent le diagnostic précoce en disant « mais il ne faut pas faire le diagnostic précoce puisqu'on n'a pas de traitement ». Je pense que c'est réellement, au début du plan Alzheimer et maintenant, je pense que ce n'est pas vrai, que tout notre effort de médecin doit être d'expliquer, dès l'instant qu'on a des suspicions suffisantes, tout ce qui va se passer. Le problème, c'est de le faire d'une certaine façon
Et quoi qu'on fasse, la médecine, je me suis toujours opposé dans ma tête au terme de dispositif d'annonce, etc. Je crois vraiment que la médecine, c'est un dialogue entre une personne et un médecin, que les médecins peuvent l'aborder de manière variable, les autoritaires, ceux qui ne sont pas autoritaires, mais le point important, c'est de mettre les gens dans une condition où ils vont être prêts à accepter ça, et à ne pas sortir du cabinet en disant, de consultation, en disant je vais me suicider, ou il faut qu'ils sortent en disant, avec quelque chose qui soit le positif d'une situation qui, oui, elle est globalement négative, mais je vais vous dire, ayant été malade d'une maladie sévère, c'est une situation qu'on partage tous. Hein. Sur le long terme, tout est vraiment très mauvais. Donc, il faut arriver à accepter soi-même qu'on va aborder de face, avec la personne malade, le diagnostic précoce. Alors, le diagnostic précoce, il y avait une raison scientifique de l'aborder, qui était l'idée des scientifiques que si on arrive trop tard dans la maladie, les neurones sont détruits, on ne va pas faire repousser des neurones. Alors, bien sûr, quand on regarde l'avenir, on dit les cellules modifiées, on va arriver à faire pousser des neurones, etc. Mais je regarde dans la salle, je peux me tromper lourdement, mais je ne suis pas sûr que ce soit vous qui voyez repousser les neurones à la bonne place pour remplacer ceux qui auront été détruits. Donc, on voulait approcher le diagnostic précoce pour se dire, si on intervient tôt, on va pouvoir peut-être être meilleur. Alors, on le dit aux gens. Et là, on a observé une chose qui rejoint ce qui a été discuté, c'est pour ça que j'en parle maintenant, celui des inégalités. Quand on regarde tous les essais thérapeutiques qui ont été faits dans les dernières années, ou toutes les cohortes qui ont été étudiées, il y a une surreprésentation des gens les plus aisés et les plus éduqués, et une sous-représentation. Donc, si on nous pose le problème de l'égalité, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'égalité est parfaite, loin de là. C'est une égalité territoriale, hein, et c'est une égalité sociale et éducative. Ça, c'est un point sur lequel nous devons tous ensemble réfléchir. Et puis, quand on va dire la vérité aux gens, dans la période que j'ai vécue et avant, tout a été un échec. Toutes les études que j'aurais connues dans ma vie au moment de l'Alzheimer se sont soldées par un échec. Rien. Il n'y a pas eu d'accident. C'est un point quand même à garder en mémoire. Il n'y a pas eu d'accident. Il y aurait pu en avoir. Est-ce que les gens le savent quand ils rentrent dans des études? Je ne le suis pas sûr. Mais il y aurait pu avoir des effets secondaires. Par chance, il n'y en a pas eu, et il y a eu simplement un échec complet. Alors, les gens vous diront, que vous rencontrerez, vous diront, mais moi, je vous avais toujours dit que telle chose, ça ne pouvait pas marcher, etc., etc. Moi aussi, j'avais mon opinion, mais au fond, j'avais aussi une opinion positive sur une voie thérapeutique à laquelle je croyais, parce qu'elle était proche de ce que je faisais, et elle a échoué comme les autres. Donc, personne ne peut prendre la position autoritaire ou de sage, disant, mais je vous l'avais bien dit, ça ne pouvait pas marcher. Et on ne peut pas prendre non plus la position qui consiste à dire, je vous le dis, ça va marcher. Donc, nous sommes tous, en matière de recherche, en situation d'incertitude. Et on l'a dit ce matin, le problème de la recherche, c'est de changer la place de l'incertitude. Il est possible que brusquement tout s'éclaire, je n'en suis pas sûr. À ce moment-là se pose le problème de l'information des gens. Et vu par moi aujourd'hui, c'est un désastre. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est un désastre. Parce que chacune des personnes qui attirent les gens dans la recherche, soit pour les recruter dans les études, soit, disons le mot, pour lever de l'argent, a une certaine tendance à toujours surestimer des résultats de manière trop précoce. Tout le monde y a avantage. Un industriel, avec les actions, elles vont augmenter si on annonce le moindre résultat positif. Une institution qui défend son budget face à un gouvernement croit qu'il est nécessaire de dire qu'elle a des résultats extraordinaires. Et quant aux chercheurs, à la fois dans cet enthousiasme respectable et à la fois dans cette envie de survivre dans la carrière, avoir des fonds, périr ou on périt ou on publie, a tendance à surestimer les résultats. Et après, quand vous allez sur Internet et que vous regardez ce que disent les gens, c'est une catastrophe. Quand on a mis en avant le bexarotène,
les gens écrivaient sur Internet « Je voudrais absolument trouver le moyen d'avoir du bexarotène maintenant parce que ma grand-mère, pour qu'elle puisse être guérie avant les fêtes de Noël, etc. etc. » Une catastrophe que tout le monde entretient, avec en plus le mélange qu'il y a entre donner de l'information sur la recherche et donner des opinions. Donc vous savez comme moi qu'il y a 4 chaînes d'information continue. 4 chaînes d'information continue. Un journal tous les matins comme le Parisien Libéré qui va sortir un résultat et s'il est repris en chaîne, ça fait un effet de multiplication extraordinaire. Et au maximum, pour moi, j'ai vu ce qu'on appelle maintenant les fake news. J'ai vu dire que la maladie d'Alzheimer n'existait pas. Donc, comment peut-on dire ça? Et c'est terrible. Donc, quand on me demande de dire aux droits des malades en matière de recherche, le premier droit, c'est à une information qui soit totalement transparente, totalement compréhensible et qui ne soit pas au service d'intérêts extérieurs à l'ensemble des personnes malades. Les intérêts extérieurs, c'est la bourse. J'avais fait pour l'enseignement des graphiques des cours de la bourse en fonction des annonces, avec des chutes, avec des remontées, etc. C'est les fonds d'État. Et puis, l'autre chose qui est gênante et qui me peine, c'est cette sorte de compétition que je sens dans les mouvements associatifs, où chacun étant pris dans la maladie pour laquelle il se motive, et il faut qu'il se motive, s'oblige à ne voir qu'une seule maladie. Alors qu'au fond, aucun d'entre nous ne sait de laquelle maladie sa famille sera touchée, que tout a des spécificités, que tout est pénible, simplement, ce n'est pas la même pénibilité. Le cancer est pénible, la maladie d'Alzheimer est pénible, la sclérose en plaques est pénible, les maladies orphelines sont pénibles. Et ce besoin absolu de financement de la recherche est actuellement mené d'une manière qui s'est amplifiée. Il est probable que c'était assez tolérable quand il y en avait très peu. Quand il commence à y en avoir trop, on ne sait plus où on va. Et personnellement, moi, je suis de temps en temps gêné par ça. Alors, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Je vous demande de bien m'écouter, parce que quand on raconte le passé, on est sûr de ne pas se tromper. Quand on prédit l'avenir, on rentre vraiment dans l'inconnu. Voilà ce qui va se passer et sur lequel je me suis dit que j'allais en profiter pour vous prévenir. Les médecins ont mis au point, heureusement, des tests biologiques, d'imagerie ou de biochimie qui permettent de démontrer que la maladie biologique commence 5 à 10 ans, peut-être 20 ans, avant les symptômes. Donc, on a discuté il y a 10 ans le diagnostic précoce chez les gens qui se plaignaient de la plainte cognitive. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Mais ne voilà-t-il pas maintenant qu'on a une base biologique qui suggère que, de manière logique, puisqu'il faut intervenir quand il y a encore suffisamment de neurones, si on intervient plus tôt, c'est là où on a le maximum de chances d'empêcher la survenue de la maladie. C'est une logique évidente. Simplement, chaque fois on ne sait pas quel est le ou les mécanismes de la maladie. Donc, au moment où on va intervenir sur une cible qui marche chez l'animal, on n'a aucune preuve que cette maladie de l'animal répète ce qu'est la maladie humaine. Et en même temps, scientifiquement, on a une justification de vouloir savoir ce qui arrive quand on intervient tôt chez des gens qui auraient un risque plus grand que les autres. Donc on ne savait déjà pas comment exprimer les choses quand il y avait une plainte cognitive. Vous voyez le fossé que va représenter cette chose-là. Alors, elle n'est pas nouvelle en médecine. Et ce qui m'a frappé, c'est pour ça que j'ai écrit et j'ai essayé d'écrire dans des bouquins, parce qu'en 5-10 minutes, c'est tout à fait difficile à expliquer. L'infarctus du myocarde. Vous savez tous ce que c'est qu'un infarctus du myocarde. Bien. Et maintenant, on traite les gens pour qu'ils ne fassent pas d'infarctus du myocarde. Mais entre 1966 et 1974, on a voulu savoir
si les gens qui avaient fait un infarctus du myocarde, quand on changeait leur cholestérol, si ils feraient moins de récidives de l'infarctus du myocarde. Donc le problème est clairement posé, il est simple. Vous êtes malade puisque vous avez fait un infarctus, vous savez que vous pouvez recommencer un autre infarctus, on va donc vous donner des traitements qui vont empêcher l'infarctus. Bien. On a donné, ça s'appelle le Coronary Drug Project, 8000 personnes qui ont accepté de rentrer dans des études. On a donné à certains un placebo. Alors, probablement qu'à l'époque, il y avait des gens qui disaient « Oh, vous nous privez du traitement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de placebo ?» Et puis, il y a eu un groupe qui a eu de la déthyroxine, un groupe qui a eu des estrogènes et un groupe qui a eu un fibrate. Eh bien, on a arrêté trois bras de l'étude parce que la surmortalité existait dans le groupe traité par la thyroxine. A posteriori, on dit, si on donne de l'hormone thyroïdienne à des gens qui ont un infarctus du myocarde, il faut être complètement fou. Ils n'étaient pas fous, les gens qui le faisaient, simplement, ils ne le savaient pas. Les estrogènes, quelle idée de donner des estrogènes, d'autant plus que ça a des effets secondaires. Quand on les donne, c'était des études qui étaient faites chez l'homme, ça avait des effets secondaires cliniques qui faisaient que le soi-disant double aveugle n'était absolument pas respecté. Mais disons, le point important à communiquer aux gens qui vont être d'accord pour rentrer dans des études, c'est que premièrement, il faut qu'ils sachent qu'il y a des études. Il faut que tout le monde soit au courant de toutes les études qui se font en France. Alors, on avait beaucoup travaillé là-dessus. Vous avez des sites internet, vous avez théoriquement tout ce qu'il faut. En réalité, pour comprendre ce qui se fait, c'est pas simple. Et de toute façon, en matière de recherche, le médecin, dans son mode de pensée, doit quand même être lui-même au courant de tout ce qui se fait. S'il est au courant de tout ce qui se fait, et les malades sont au courant de tout ce qui se fait, ce n'est pas réellement pour qu'ils soient mieux soignés ou qu'ils vivent plus longtemps. Autrement dit, rentrer dans une étude avec un espoir est humain, c'est normal, mais entretenir la vie des gens dans une étude sur cet espoir-là est fallacieux, parce qu'on ne le sait pas. Et il faut donc accepter cette incertitude. Alors, c'était effroyablement difficile pour les malades d'Alzheimer avancés, bien évidemment. C'était beaucoup moins difficile pour les malades ayant une plainte cognitive légère. On ne savait pas s'ils avaient un infarctus. Mais je voudrais savoir comment on va faire quand, ayant fait un diagnostic biologique à des gens en pleine santé, à l'exclusion de ceux qui ont des maladies familiales, pour lesquelles on peut faire des choses, quand il n'y aura pas de maladie familiale ou un très haut risque de maladie cardiovasculaire, comment on va faire ? Je suis absolument sûr que mes collègues du monde entier, et en particulier entraînés par la mouvance nord-américaine, vont aller dans cette direction-là. Et ils ont peut-être raison scientifiquement. Moi, ça ne me pose pas de problème si les gens le savent. C'est-à-dire si vous le savez, si les médecins le savent, si les malades, on leur a dit, et si les familles le savent. Alors, ce problème de communication, par contre, le travailler, c'est énorme. Parce qu'il va introduire aussi, en plus, des notions de génétique. Donc, les Français, là, dans les 5 dernières années, n'ont pas introduit, à ma connaissance, sur l'Alzheimer, d'études génétiques poussées. Aux États-Unis, il y a une étude qui s'appelle REVEAL, qui a pour but de tester en population comment les gens réagissent face à la détermination génétique de leur maladie, puisque vous savez que la maladie d'Alzheimer a une malchance et une chance, que les gens qui ont une petite polymorphisme génétique sur une apolipoprotéine, E4, ont un risque vie entière d'Alzheimer 80 fois plus élevé que ceux qui sont E2, E2. Donc les E4-4, vie entière, ont 80 risques de plus que les autres de faire une maladie d'Alzheimer. Ils sont 2% en France. 2% à un haut risque. Et c'est une question que j'avais posée déjà autrefois. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on leur explique ? Est-ce qu'on ne leur explique pas ? Est-ce qu'on les prévient pour leur expliquer ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que si on veut faire des traitements préventifs, il faut les faire chez des gens qui ont des risques. On ne va pas le faire chez des gens qui sont sans risque.
pour une raison scientifique, on n'aura jamais la réponse. Et puis pour une raison humaine, pourquoi embêter des gens qui n'ont pas de risque de maladie d'Alzheimer? Nous avons tous un risque de maladie d'Alzheimer. Rassurez-vous, nous ne sommes pas égaux. Il y a probablement dans cette salle un gradient de 1 à 10 du risque d'Alzheimer. Mais rassurez-vous, certains ne feront pas l'Alzheimer parce qu'avant, ils feront une maladie cardiovasculaire ou un cancer, ou ils seront renversés par une voiture. Donc, le problème qu'il y a dans ces choses-là, c'est d'expliquer ce qu'est la mortalité compétitive. Prendre tous les risques ensemble. Alors, je vais m'arrêter là. C'est horriblement compliqué. J'espère qu'en ce moment, vous vous dites que je suis clair. Je fais ce que je peux. Mais mettez-vous à la place des gens. Le temps qu'il va falloir. Le travail de ceux qui annoncent qu'il aura fallu faire. Et pour moi, ce travail sur l'annonce dans les essais de traitement précoce des risques de maladie d'Alzheimer ou de maladie d'Alzheimer, ce travail-là n'est pas fait. Il ne peut être fait que par l'alliance entre les 3 ou 4 fondations qui travaillent sur la maladie d'Alzheimer, qui se mettent ensemble parce qu'elles ont des points de vue différents. Un point de vue social, un point de vue psychologique, un point de vue technique. Moi, j'ai souvent dit à Emmanuel Hirsch que pour moi, l'éthique, je raconte ce qu'est la technicité et après, les éthiciens me disent « t'es complètement fou de dire ça ou de penser ça ». Alors, ça m'est arrivé des fois, mais bon, au moins, il faut mettre les choses sur la table. Hein. Dans la discussion sur l'éthique, il faut des scientifiques qui connaissent le sujet complètement. Mais il faut aussi des psychologues, des sociologues, des gens qui ont la maladie, des familles, etc., etc. Alors, je vous indique donc quelle est la direction qui va arriver, qu'est-ce qui va se passer. Vous en prenez là, aujourd'hui, pour 10 ans au moins, 10-15 ans, et il faut que les uns et les autres collaborent pour essayer de monter cette question du droit que nous avons, puisque nous sommes des Alzheimer potentiels, et que les malades ont d'avoir accès à la recherche en ayant une information qui ne soit pas les informations que l'on donne actuellement. Merci de votre attention. Un énorme merci au professeur Joël Ménard qui a, je trouve, comme toujours, un côté Claude Bernard. Claude Bernard parce qu'il fait de la clinique et il fait de la recherche en même temps. Et il montre que les deux doivent être indissociables, sinon on ne progresse pas. Et qui a, je trouve, je ne m'étais jamais formulé comme ça, mais il a un côté Aufklärung, philosophie des Lumières, c'est-à-dire qu'il rend les enjeux extrêmement clairs. Je sais pas si, en tout cas, moi j'ai bien mieux compris un certain nombre d'enjeux pendant sa présentation. Et l'Aufklärung, c'est rendre clair, mais pour rendre libre. Et cette idée de la transparence et de l'information me semble fondamentale. Emmanuel Hirsch, me fait-vous dire qu'est prévu dans les mois qui viennent, en 2019, un colloque avec la Fondation Plan Alzheimer sur ces enjeux de diagnostic précoce, d'évolution, de la définition de la maladie sur des bases biologiques. Vous aurez plus d'informations là-dessus, notamment sur le site de l'espace éthique. Joël Ménard doit nous quitter quand il le souhaite, mais voilà, d'accord, donc il peut rester un peu.